Le deuxième type d'exercice sur lequel on va devoir travailler, c'est le résumé. Le résumé de texte ou la contraction de texte. Comme son nom l'indique, il s'agit de résumer un texte, donc de le contracter selon une proportion demandée. Mais ce qu'il y a d'abord à comprendre ici, c'est que le résumé est d'abord et avant tout un exercice qui cherche à juger du niveau d'expression des élèves, de leur capacité à prendre en charge les idées d'autrui, de leur capacité donc à redire avec leur propre langage ce que quelqu'un d'autre a dit avec beaucoup de mots et assez souvent dans un langage compliqué. Donc ce que l'élève doit pouvoir comprendre, c'est que le travail qu'on lui demande consiste à rendre plus clair un texte qui a été donné de façon longue et souvent de façon peu claire. En tout cas, l'intention de celui qui justement corrige le travail de résumé qu'on fait, c'est tout simplement de voir que l'élève a pu faire un texte plus clair, plus accessible que le texte initial qui lui a été proposé. Et c'est pourquoi il faut d'abord comprendre que l'exercice de résumé est un exercice de reformulation. Par conséquent, c'est un travail d'expression. C'est par conséquent un travail de prise en charge des idées d'autrui à travers son propre langage. Le résumé obéit à une méthodologie que l'on pourrait dire simple, parce que tout simplement, il s'agit de respecter un ensemble de règles qui permettent de redire ce qu'un texte assez long a dit de façon plus ou moins complexe, de façon claire et de façon concise et selon une proportion demandée. La première règle à respecter dans le résumé, c'est justement que le résumé doit être une reformulation. Ça veut dire quoi? Dans un résumé, il faudra toujours utiliser une expression personnelle. Et utiliser une expression personnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement chercher à redire avec son propre langage, sans pour autant abuser des mots du texte, sans pour autant tomber dans ce qu'on appelle la paraphrase, de pouvoir donc redire avec exactitude ce que l'auteur a dit. En d'autres termes, savoir dire l'essentiel avec son propre langage. Et c'est pourquoi ce travail de reformulation bannit ce qu'on appelle la copie partielle ou la copie entière du texte, notamment la paraphrase. C'est l'erreur à surtout éviter dans un résumé. Comme également, savoir rester collé à l'essentiel, c'est peut-être la deuxième règle. En résumé, il faut savoir être concis, il faut savoir être précis, mais il faut savoir surtout rester collé à l'essentiel. On ne peut pas redire dans un résumé ce qui a été dit de façon longue dans un texte qui compte peut-être 600 mots. On vous dit de le résumer en 100 mots. Si véritablement vous ne pouvez pas rester collé à l'essentiel, vous ne direz pas l'essentiel du texte. Parce que justement, le texte initial compte 600 mots, vous n'avez que 100 mots pour dire tout ce qui a été dit dans ce texte. Ça veut dire quoi? Qu'on ne vous demande pas de tout dire, mais on vous demande de dire l'essentiel. Et c'est pourquoi il faut savoir faire la différence entre ce qu'on appelle une idée essentielle et une idée qui ne l'est pas. Il faut savoir faire la différence entre ce qu'on appelle une explication et ce qu'on appelle une redite, ce qu'on appelle par exemple une idée ou un argument illustratif ou tout simplement ce qu'on appelle un exemple argumentatif. Tous ces éléments-là, en réalité, ne sont pas des éléments qu'il faut impérativement reprendre dans un résumé. Il faut reprendre l'essentiel. Et l'essentiel, c'est tout simplement ce sans quoi le texte devient incompréhensible ou le sens du texte devient incomplet. Et c'est pourquoi dans un résumé, il y a ce qu'on appelle des redites, les explications, les exemples qui sont simplement illustratifs, ou ce qu'on appelle par exemple des citations. Ces éléments-là ne sont pas souvent à résumer parce qu'ils ne sont pas essentiels pour la compréhension du texte. On va simplement se limiter à redire ce qui est essentiel. Et pour cela,
il faut justement savoir identifier dans le texte quelles sont les idées principales et quelles sont les idées qui sont simplement secondaires. Quelles sont véritablement les idées sans lesquelles le texte devient incomplet dans son sens et quelles sont les idées qui peuvent être amputées au texte sans pour autant que son sens n'en soit altéré ou que son sens n'en soit tout simplement déformé ou incomplet. Et c'est justement pour cela qu'il faudra toujours, dans un résumé, savoir rester collé à l'essentiel, mais savoir également rester fidèle au texte. La fidélité, ça fait partie essentiellement des critères, ou en tout cas des règles qu'il faut respecter dans un texte de résumé. Et quand on parle de fidélité, ça veut dire quoi? Que justement, il ne faudrait rien ajouter au texte initial qui n'y était pas. Votre jugement personnel, votre accord ou votre désaccord par rapport à l'idée qui a été émise. Vous partagez, oui ou non, les idées qui ont été données par le texte initial. Le texte de votre résumé ne doit pas justement faire allusion à ceci. Votre résumé doit chercher simplement à redire avec votre propre langage ce que le texte initial a dit. Votre résumé doit tout simplement chercher à montrer qu'en vérité, vous maîtrisez absolument les idées qui ont été émises et que vous parvenez à le dire avec votre propre langage. Mais vous ne devez pas changer le texte ou y ajouter quelque chose qui n'y était pas. Et c'est pourquoi pas de commentaires personnels, pas de jugement, pas d'idées qui sont en réalité en dehors du texte initial. Il faut simplement redire avec exactitude ce que l'auteur a dit et dans son propre langage. Au-delà, le résumé, dans ce souci de fidélité, doit respecter la dépendance qu'il y a entre les différentes idées qui ont été émises. Quand, par exemple, 2 paragraphes entretiennent des relations de cause à conséquence, ou quand 2 paragraphes entretiennent des relations, par exemple, d'antériorité et de postériorité, on doit ressentir dans votre résumé la même logique, la même dépendance. Vous ne pouvez pas chambouler cet ordre et à la place d'un lien d'antériorité et de supériorité, mettre par exemple un lien d'opposition. Et c'est pourquoi justement, pour maintenir cette dépendance qu'il y a entre les idées, les connecteurs logiques sont impératifs dans un résumé. Et c'est justement, ce sont les seules choses qu'on vous permet de reconduire dans le résumé. Excepté les connecteurs logiques, vous ne devez plus reprendre les mots du texte, à moins que ce ne soit des mots génériques qu'on ne peut pas remplacer par autre chose. Les connecteurs logiques impriment donc cette dépendance qu'il y a entre les idées. Et c'est pourquoi, souvent, il faut également veiller à leur bonne utilisation. Parce que quand à la place d'un cependant ou d'un or, vous mettez en plus, ou bien vous mettez de ce fait, vous dites autre chose. Et par conséquent, ça devient de l'infidélité. Et c'est la raison pour laquelle, pour rester fidèle, il faut utiliser les connecteurs logiques, mais il faut savoir bien les utiliser pour imprimer la même dépendance qu'il y a entre les idées dans le texte initial que dans votre résumé. Or, les élèves souvent ont tendance à faire cette erreur, consistant souvent à ne plus respecter cette dépendance, mais également à même chambouler l'ordre d'apparition des idées dans le texte initial. Or, cela également est un critère de fidélité dans le résumé. Dans votre résumé, si dans le texte initial, les idées qui ont été émises dans le paragraphe 1 ne se retrouvent pas dans votre résumé en tête de texte, cela veut dire que vous avez changé l'ordre d'apparition des idées et vous faites de l'infidélité. Or, dans un résumé, principalement, les 3 grandes erreurs à éviter, c'est la paraphrase, l'infidélité ou la juxtaposition. Parce que la paraphrase consisterait à recopier le texte en partie ou entièrement, systématiquement interdit dans un résumé. La juxtaposition consisterait à vouloir remplacer chaque mot par son synonyme, formellement interdit dans un résumé. Pourquoi? Parce que quand vous voulez remplacer chaque mot par son synonyme, vous vous rendrez compte qu'en français, il n'y a presque pas de synonyme absolu. Chaque mot, comparativement à l'autre, apporte une nuance de sens nouvelle. Si bien qu'à chaque fois que vous avez voulu remplacer un mot par son synonyme, au finish, vous déformez tout le texte et votre résumé devient totalement infidèle. Comme également, il faut éviter tout simplement de faire de
du résumé un exercice de synonymie. Il faut toujours se rappeler qu'on ne résume pas des phrases, mais on résume des idées. On ne résume pas des phrases, on résume des idées. Cela veut dire quoi? Que justement, le travail que je dois faire doit consister à chercher à redire ce que l'auteur a voulu dire avec son propre langage, avec mon propre langage du moins, et non à chercher à remplacer chaque mot par son synonyme, parce qu'en vérité, lorsque je termine mon résumé, je dois avoir un texte. Et un texte, c'est un tissu. Ça veut dire un ensemble d'éléments qui se tiennent les uns aux autres, qui entretiennent entre eux une certaine relation de cohésion et de cohérence. Si maintenant, je remplace chaque mot par son synonyme, quand j'aurai terminé à faire mon résumé, je n'aurai pas un texte, j'aurai un assemblage de phrases, mais qui n'ont aucun sens, parce que n'ayant aucun rapport de sens, n'ayant aucun rapport de signification. Et c'est pourquoi, pour avoir justement ce lien logique, il faut non seulement imprimer à votre résumé une certaine cohérence en faisant en sorte que les éléments soient liés les uns aux autres par des connecteurs logiques, ou bien alors faire en sorte que d'un point de vue du sens, les phrases que vous utilisez entretiennent entre elles des relations de signification qui leur permettent d'avoir un sens et qui permettent de produire un texte. Un résumé, c'est un texte, et par conséquent, un texte doit être un ensemble d'éléments qui se tiennent les uns aux autres, donc des phrases qui se tiennent les unes aux autres et qui, rassemblées, donnent tout simplement une unité de signification que justement on pourrait comprendre comme et admettre comme un texte. Le résumé doit être suivi maintenant, une fois terminé, de la lecture global du texte, mais également du décompte systématiquement des mots, pour savoir exactement combien de mots j'ai utilisés, et on le précisera en bas de page. Certains élèves ont tendance souvent à barrer systématiquement une phrase quand ils se rendent compte qu'ils ont fait plus de mots qu'il n'en fallait. Le texte, le résumé ou la consigne me demandait de faire par exemple 125 mots, je lis mon résumé, je me rends compte que j'en ai fait 130. Au lieu de chercher justement à agir sur le texte de sorte à diminuer les 5 mots de plus, je barre systématiquement une phrase qui faisait 7 mots ou 8 mots. Je me retrouve avec moins de 125 mots et je pense que le tour est joué. Le correcteur me reprochera d'avoir amputé à mon texte une idée qui était essentielle. Ce qu'il faut faire au contraire, c'est d'agir sur la grammaire. Ce qu'il faut faire au contraire, c'est de recomposer mes phrases de sorte à ce qu'elles utilisent moins de mots et par conséquent, je vais enlever les 5 mots qui me manquent, les 5 mots que j'avais en plus, sans pour autant changer réellement le contenu de mon texte. Pour me résumer, on retiendra tout simplement que le résumé obéit à un ensemble de règles. D'abord, il s'agit de reformuler un texte, par conséquent d'utiliser une expression personnelle, de respecter une consigne, ça veut dire selon un certain nombre de mots, résumer le texte. Il s'agit de savoir rester collé à l'essentiel, parce qu'on ne peut pas tout dire, on dira donc l'essentiel. De respecter la dépendance entre les idées, de rester fidèle au texte en n'ajoutant rien qui n'y était, de ne pas chambouler l'ordre d'apparition des idées dans le texte, de ne pas y ajouter un jugement personnel, mais également d'éviter la paraphrase qui consiste à recopier entièrement ou en partie le texte, d'éviter la juxtaposition ou la synonymie consistant à vouloir remplacer un mot par son synonyme et non pas à résumer idée par idée ou à résumer paragraphe par paragraphe. Le résumé doit être suivi de la discussion. Et la discussion, elle est à l'image de la dissertation. C'est donc une dissertation dans laquelle on ne s'enlise pas souvent dans le détail. Et comme dans l'introduction d'une dissertation, il faut amener le sujet, poser le sujet et annoncer un plan. Dans l'annonce du plan, lorsqu'il s'agit de la discussion, il faut toujours comprendre qu'il s'agit en réalité de donner au moins les deux parties qui constitueront l'architecture de notre argumentation. Et souvent, il s'agit d'une partie qui vient confirmer la thèse de l'auteur et d'une partie qui vient la discuter, qui vient lui apporter une contradiction. Comme dans la dissertation, en développement, on exposera une idée directrice à laquelle on va adjoindre des idées secondaires, des arguments et des preuves. Et justement, dans la discussion, les exemples peuvent être pris souvent de la vie de tous les jours, mais également de la culture littéraire de manière générale. On terminera toujours, comme en dissertation également, par une conclusion partielle, suivie d'une transition qui annonce la partie à venir.
Quand on aura terminé, pour la conclusion, on fait exactement comme dans la dissertation. Par conséquent, il s'agira de faire le bilan, de donner son avis définitif et de terminer justement par l'ouverture d'une perspective. Et justement, pour dire tout simplement que la discussion n'est rien d'autre qu'une mini-dissertation. Et ce qui fait exactement la différence, c'est la brièveté, la concision. En réalité, dans la dissertation, puisqu'on a 4 heures de temps, on peut s'enliser dans le détail, on peut s'allonger, on peut tout simplement faire un devoir plus ou moins long et vouloir être exhaustif par rapport à la question qui est posée. Lorsqu'il s'agit d'une discussion, on ne peut pas s'enliser dans le détail parce qu'on a déjà pris la moitié du temps à faire le résumé. Par conséquent, en discussion, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il faut par conséquent savoir rester concis, savoir rester bref, mais savoir rester cohérent et convaincant. Par conséquent, il s'agit, comme la dissertation, d'une démonstration dans laquelle on cherche à convaincre, mais il faut savoir rester concis, mais pertinent. Savoir rester bref, mais savoir rester cohérent, parce qu'en réalité, lorsqu'on est dans la discussion, on ne peut pas s'enliser dans le détail. Donc, il ne faut pas tout simplement vouloir tout dire, mais il faut savoir dire l'essentiel, parce qu'on n'a plus le temps de tout dire comme s'il s'agissait d'une dissertation. Voilà donc les principales difficultés dans le résumé et la discussion.